Bernard Cazeneuve poursuit par la Guadeloupe sa tournée antillaise. Devant la montée grandissante de l'insécurité, il a détaillé un plan qui veut ambitieux pour y faire face. 158 policiers et gendarmes vont venir renforcer les effectifs sur place. Et les équipes pédagogiques des établissements catholiques avaient rendez-vous pour un séminaire sur l'éducation et la communication non violente. Est-il encore possible d'éduquer en 2016 ? Paul Malart, ancien responsable de l'enseignement catholique en France, sera l'invité de notre édition pour répondre à cette question. Il fait de plus en plus d'adeptes. Le yoga a le vent en poupe, une pratique pour évacuer le stress et retrouver une harmonie du corps et de l'esprit. Le reportage de Karen Diamin sur la santé holistique et le professeur Marc Bovin est notre invité ce soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Avant de rejoindre notre archipel ce soir, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve était en Martinique. Il en a profité pour poser la première pierre du futur hôtel de police de Fort-de-France. Un geste symbolique qui s'est accompagné d'autres annonces pour rassurer les fonctionnaires de police, mais également les Martiniquais. Reportage Alwin Courcy et Guy-Raphaël René. Vous avez la technique ? Oui, j'ai vu plusieurs commissariats déjà. Une pierre symbolique pour un nouvel hôtel de police de plus de 30 millions d'euros qui devrait voir le jour en 2017. Pour le ministre, c'est une avancée significative dans la lutte contre la criminalité en Martinique. Ça veut dire des postes, ça veut dire des véhicules, ça veut dire des matériels et ça veut dire des bâtiments neufs. Et là, nous engageons un projet qui est sur le métier depuis très longtemps, qui a fait l'objet d'arbitrages qui ont été rendus en 2012 et sur lesquels j'ai mis des crédits significatifs pour 2016 et 2017. Bernard Cazeneuve est venu annoncer la création d'ici 3 ans de 55 postes de policiers supplémentaires, de 5 nouveaux véhicules et de 35 postes de gendarmes. Un plan d'action a ensuite été signé à la préfecture pour tenter de mieux contrôler les différents fléaux du quartier Terre-Saint-Ville. Lutte contre la prostitution, par la mobilisation des CODAF notamment, lutte contre les établissements de nuit qui conduisent à l'alcoolisation, notamment des plus jeunes, engendrant des violences délinquantes préoccupantes, développement des actions sur les cercles de jeux clandestins, contre l'immigration irrégulière, ce qui implique là aussi qu'il y ait, comme on dit, du bleu dans les rues, c'est-à-dire des policiers, avec des policiers municipaux que l'on voit, et aussi qu'il y ait des capacités d'investigation, de judiciarisation, et je veux donner des moyens à la police judiciaire. Un plan d'action que le maire de Fort-de-France compte bien appliquer dès les prochains jours. Ça va se matérialiser par des contrôles et des actions sur les établissements de nuit, sur tous les niveaux, que ce soit sanitaire, respect de la réglementation, que ce soit sur le plan du travail au noir, que ce soit sur le plan des trafics. Ça va se concrétiser par des contrôles de ces établissements, par des contrôles également en matière de prostitution, de contrôle du circuit de la prostitution. Ça va se concrétiser également par des contrôles routiers de restauration de l'espace public et de la sécurité publique. Et donc tout ça va se mettre en œuvre, non pas une fois, 2 fois, mais sur une longue durée, de façon à retrouver une sécurité et une tranquillité au Terre-Saint-Ville. Du matériel et des effectifs attendus depuis longtemps par les syndicats de police, mais jugés encore insuffisants. Nous avons demandé une centaine de fonctionnaires de police pour pouvoir boucher pratiquement tous les policiers manquants sous Fort-de-France et Lamentin. Ils nous donnent 55 policiers étalés sur environ 3 ans. Donc on ne va pas dire non, on va dire oui. Mais c'est toujours pas suffisant parce que pendant les 3 ans, on va continuer à souffrir puisqu'il n'y a pas le nombre de policiers qu'il faut pour pouvoir effectuer la sécurité à son maximum sous Fort-de-France et Lamentin. Et du côté de la population, les avis sont partagés sur l'efficacité des mesures promises par le ministre. C'est bien parce qu'il y a trop de l'écart en Martinique. Parce que partout ça existe, mais quand même il va mettre de l'ordre. Ouais, c'est rassurant, on va dire ça, mais ça ne change rien de toute façon. La violence, elle est là, ça ne va pas éradiquer systématiquement la violence. Plus de véhicules, plus d'humains, bon, ça va aider, mais le problème ne sera pas résolu pour autant. Après une remise de médaille et un hommage rendu aux policiers morts pour la France, le ministre a continué sa visite par une allocution devant les sapeurs-pompiers et une revue des troupes des forces armées aux Antilles. Il arrivera à Pointe-à-Pitre ce soir vers 20h30. Mais avant de quitter la place Beauvau à Paris, il avait accordé un entretien au quotidien France-Antilles, une interview où il explique en détail son plan pour faire face à l'insécurité qui ronge notre archipel. Le récit de Nathalie Dinan. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, est arrivé de la Martinique cet après-midi en Guadeloupe et restera jusqu'au lundi 3 octobre. Suite aux récents événements de violence qui ont marqué la Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur se rendra demain matin au commissariat afin de rencontrer les fonctionnaires. Une cérémonie avec salut au drapeau et revue des troupes
sera organisée dans la cour du commissariat central. Après une remise de médailles et un dépôt de gerbes, Bernard Cazeneuve visitera le centre de supervision urbaine de Pointe-à-Pitre et finalisera une convention avec la ville. Le ministre recevra, comme convenu lors de sa récente visite à Paris, Harry Chalus, président de région. Les deux hommes vont discuter des voies et moyens pour lutter efficacement contre la violence et la délinquance. Harry Chalus lui a demandé un renfort de fonctionnaires et espère l'installation d'un établissement public d'insertion de la défense. Parlons maintenant de cette nouvelle initiative pour conscientiser la population. Le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes et l'Association des Amis de l'Inde, en partenariat avec la ville de Petit-Canal, propose ce dimanche une marche pour la non-violence en commémoration de la Journée internationale de la non-violence. Que pensez-vous de ce concept qui consiste à surmonter le mal par le bien pour résoudre les conflits? Linda Kayarsi vous a posé la question, on vous écoute. Ça peut arranger, mais il y a tout un système à voir. Et puis après, on verra après, par la suite. En principe, oui. Oui, dans une part, mais dans une autre part, de toute manière, il faut que le peuple se mobilise convenablement, les élus convenablement pour qu'on puisse passer sur cette affaire. Oui, je pense. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est cela. Si tous les jeunes prenaient conscience, enfin, je ne dis pas jeunes, si tout le monde prenait conscience de ça, ça serait formidable. C'est formidable parce que à mon avis, c'est la seule solution à tout problème de violence. Hein, c'est que tout le monde prenne conscience qu'on est des humains, qu'on est des frères en quelque sorte. Dieu nous a donné des mains, ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour aimer, pour faire ce qui est merveilleux. Je pense que la philosophie de la non-violence concerne chaque individu. Et qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Mais il faut des accompagnements. Donc il faut que les adultes jouent leur rôle et effectivement qu'on revienne ou qu'on inculque les valeurs qui permettent aux jeunes de comprendre ce que des hommes comme Gandhi, comme Martin Luther King ont laissé comme héritage pour la planète entière. Hier, nous évoquions les dégâts occasionnés par le passage de la tempête Matthew. Si les pluies ont été modérées, le vent, lui, a largement soufflé, notamment sur le littoral. Comment les infrastructures touristiques ont-elles résisté au passage de la tempête? La réponse en images avec Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. 2 jours après le passage de la tempête tropicale Matthew, les stigmates sont encore visibles, particulièrement dans les complexes hôteliers. À Sainte-Anne, dans cet hôtel 4 étoiles, les dégâts matériels sont assez importants. On avait retiré le maximum, mais il y a eu énormément de houle, donc pas mal de dégâts. Comme vous avez pu le constater un petit peu plus haut, on a un ficus qui s'est renversé au milieu de la route, qui s'est déraciné, qui est au milieu de la route, donc on ne peut pas faire accéder les équipes de nettoyage. Donc pour le moment, on fait le maximum qu'on peut avec les équipes sur place à la main, en attendant l'appel qui pourra descendre au plus vite. On a perdu les carbets, on a perdu le bar qu'il y avait sur la plage, on a eu des dégâts d'électricité, d'eau, on a eu beaucoup de dégâts comparé à ce que tout le monde a pu constater à l'intérieur des terres. La mer s'est déchaînée et ça a été une petite catastrophe pour nous. Ça pose moins de problèmes parce que l'hôtel est pas plein, du coup les clients, moins de clients à gérer. Maintenant, les pertes financières sont là. Autre lieu touristique, cette fois au Gosier, moins touché par le passage de Matthew. Plus peur que de mal, malgré les tonnes d'eau venant de la mer qui se sont abattues sur nos installations. Mais principalement, c'est la digue de la plage qui a souffert, non pas dans sa structure même, mais sur les aménagements de la digue. Non, pas de dégâts majeurs, quelques arbres qui n'ont pas résisté à quelques rafales de vent, mais dans l'ensemble, plus de peur que de mal. Et très rapidement, pour ce week-end, la plage sera de nouveau ouverte et réparée. On surveillait le phénomène tropical depuis déjà plusieurs jours et du coup, on a pu anticiper les dégâts plus importants si on n'avait pas préparé les déménagements de la plage, démonter tous les accessoires, les stocker, les ranger et préserver les espaces disponibles à la clientèle.
Les clients prévenus à l'avance ont bien vécu le phénomène au sein de l'établissement. J'ai toujours peur des tempêtes. Je ne suis pas habituée du tout, j'ai jamais vécu un cyclone alors. Donc sur une tempête, j'ai eu très peur. Donc je suis sortie aujourd'hui pour revoir la Guadeloupe. Ah si, on était très informés, j'ai pris mes précautions, je ne suis pas sortie. Et puis j'ai fermé mes volets et puis voilà. Mais j'ai un petit peu peur quand même, parce que je n'ai jamais vécu de tempête. Après un nettoyage et une remise en état des infrastructures, les hôtels rouvriront la semaine prochaine. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scolaire des établissements catholiques était appelé à participer à un séminaire pour réfléchir sur la pédagogie éducative. Paul Malart, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien responsable de l'enseignement catholique en France et vous étiez conférencier aujourd'hui pour cette journée pédagogique. Avant de développer cette thématique, je vous propose de regarder avec moi le reportage de Linda Kayarsi qui a assisté également à cette journée. On regarde. Un rendez-vous pédagogique annuel et plusieurs thématiques à aborder pour ces 700 enseignants et personnels non enseignants catholiques. L'une d'entre elles fait écho aux inquiétudes face à l'avenir des jeunes et les profondes évolutions de la société. Est-il encore possible d'éduquer ? Éduquer, c'est une passion, c'est vrai, c'est intéressant, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de formation, beaucoup, je dirais, de tact pour rejoindre le jeune dans ce qu'il est en train de vivre, pour rejoindre aussi l'enfant dans son histoire, et particulièrement son histoire familiale, pour qu'on puisse mieux l'accompagner. Et tout ça demande un exercice vraiment important, qui demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire. Particulièrement attentif aux attentes des jeunes, l'enseignement catholique a ouvert de nombreux chemins pour vivifier l'espérance éducative, nécessaire à chacun. L'enseignement catholique a une tradition d'abord, et une réflexion qui a été faite par tous les évêques de France il y a quelques années, aboutissant au statut de l'enseignement catholique, reprenant toutes les réflexions, les textes, la loi de Bré qui remonte à 1959, et puis l'ouverture à tous, et on va dire en particulier aussi aux plus petits, aux plus pauvres, aux handicapés, à ceux qui sont en difficulté. Et c'est pour cela que nous inscrivons dans une tradition, et cette tradition se poursuit puisque le nombre d'élèves se maintient dans nos établissements. Rappelons que l'enseignement catholique scolarise 8000 enfants et jeunes dans 19 établissements implantés en Guadeloupe et dans les îles. Paul Malart, vous avez été appelé à partager votre avis sur la question « Est-il encore possible d'éduquer ?» C'est le titre d'un livre que vous avez publié en 2007. Nous sommes en 2016. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les freins à la transmission d'une bonne éducation ? Les freins à la transmission d'une bonne éducation ont toujours existé, mais peut-être se sont-ils amplifiés depuis quelques années de par l'accélération des changements de mode de vie qui ont forcément des répercussions sur les comportements des jeunes, laissant parfois perplexes, voire déroutés des enseignants, des éducateurs ou des parents. Il nous paraît aujourd'hui que le frein principal, c'est qu'on ne peut plus s'appuyer sur ce que l'on pourrait appeler une identité héritée. Mais, disent les enseignants, dès la classe maternelle, attention, rien ne va de soi, il faut éduquer, si j'ose dire, au b.a.-ba de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui est souhaitable, de ce qui est intolérable, j'allais dire tout simplement du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Alors, il faut non pas porter un jugement négatif sur ces nouvelles générations d'enfants et de jeunes, les prendre tels qu'ils sont dans la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. On l'a entendu tout à l'heure, hein, Monseigneur Riocreux qui expliquait que l'Église catholique s'est sans cesse adaptée aux évolutions de cette société. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce que l'équipe pédagogique des établissements catholiques, qu'est-ce qu'elle doit changer, cette équipe? Elle doit accentuer l'effort éducatif sur un certain nombre de repères. C'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, de par un certain affaiblissement d'institutions structurantes que les générations antérieures ont pu connaître, c'est d'éviter, selon cette formule qui en dit beaucoup, qu'un fleuve sans rivage devient vite un marécage. Alors, comment proposer des rivages? Nous en avons ce matin proposé 4. On pourrait en trouver d'autres. L'autorité,
bien se redire qu'est-ce que la véritable autorité, à ne pas confondre avec la discipline, l'éducation au sens de la durée. On se plaint souvent que les jeunes manquent du sens de l'effort. Bon, en manque-t-il plus qu'avant? Je ne l'affirmerai pas. En tout cas, il est sans doute important d'éduquer au temps et de ne pas simplement vivre dans l'instant ou l'instantané. Nous avons évoqué aussi l'importance d'apprendre à vivre ensemble. Si on en parle autant aujourd'hui, c'est sans doute qu'il y en a vraiment besoin. Et d'apprendre dans un milieu de plus en plus interculturel, interreligieux, à apprivoiser les différences. Et puis, nous en avons appelé aussi à l'éducation à l'intériorité, c'est-à-dire à ne pas vivre simplement dans le bruit ou au milieu de tous les écrans, excusez-moi de dire ça dans un studio de télévision, mais d'éduquer au silence, au recueillement et au discernement. Bref, à prendre du recul par rapport à toutes ces informations tous azimuts. Oui, la place de l'enseignement religieux qui fait la spécificité justement de ces établissements catholiques. Alors, l'enseignement religieux fait partie de la spécificité, mais n'est pas à lui seul la spécificité de l'enseignement catholique. Il me semble que l'enseignement catholique, pour le caractériser en deux phrases, c'est l'art de ne pas séparer l'acte d'enseigner de l'acte d'éduquer toute la personne et de la proposition d'un sens de la vie. Et deuxième phrase, pour nous, proposer un sens chrétien de la vie, c'est-à-dire développer dans l'éducation et l'enseignement une relation à l'élève, un sens de la personne de l'élève éclairé par l'Évangile. Est-ce que ces valeurs ont encore leur place dans une société qui rejette tant le sacré? Je pense que c'est parce qu'on peut avoir l'impression de rejet que ces valeurs ont encore beaucoup plus leur place que par le passé. Vous savez, je disais tout à l'heure, besoin de repères. Quelque part, ce n'est pas respecter l'enfant que de ne rien proposer, en termes d'autorité, en termes d'exigence et en termes de valeur. Non pas pour forcer la main, car on sait bien que le cheminement de l'enfant restera libre et que nous avons justement à l'éduquer à l'autonomie. Mais quand même, sa route doit être bordée de propositions de valeurs. J'en évoquais finalement en filigrane tout à l'heure, le sens de l'autre, le respect de l'autre, l'accueil de l'autre différent, et puis éduquer déjà à la citoyenneté. Car les enfants ne sont pas de futurs citoyens, ils sont déjà des citoyens. Et comment vont-ils, à leur âge, prendre leur part à la construction de ce vivre ensemble? Paul Malart, la transmission de valeurs pieuses n'assure pas la garantie d'une bonne conduite. On l'a vu avec tous ces scandales de pédophilie qui ont frappé l'Église catholique. Est-ce que ce séminaire était également un moyen de remobiliser les troupes? Oui, surtout un moyen de dire, certes, ne nous le cachons pas, aujourd'hui, il est difficile, il a toujours été difficile, mais peut-être plus qu'avant, difficile d'enseigner et d'éduquer. Mais attention, restons convaincus que les jeunes d'aujourd'hui, toute leur génération, chaque jeune est en quête du sens de son existence et que c'est cette quête de sens qu'il faut accompagner. Alors, mon dernier mot ce matin était de dire, oui, il est difficile d'éduquer, mais il reste passionnant d'éduquer. Merci Paul Malart d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec nous. Dans le reste de l'actualité en Guadeloupe, les agriculteurs entendent se rendre à la préfecture dès lundi pour faire entendre leurs difficultés. Nous avons souhaité en savoir plus sur la réalité de leur métier. On regarde ce reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie, avec les commentaires de Nathalie Zinan. Cette année pour les planteurs de canne, c'est une année particulièrement difficile. Ils déplorent des cannes restées sur pied, de lourdes pertes, de lourdes conséquences dans le budget du planteur et une enveloppe divisée par 3. Quand rete du bout, c'est que l'agriculteur n'a pas coupé canne, il n'y a pas ni recette. Richesse, c'est que l'agriculteur a coupé canne, ils font en recette, mais comme richesse est basse, il n'y a pas ni en recette suffisant pour y faire ça il y a à faire. Entretien, c'est que l'agriculteur a ça, il coupe canne et il n'y a en revenu.
Donc, c'est tout à fait normal que les agriculteurs là, qui ont une richesse basse là, qui revendiquent un droit pour union l'argent en plus pour faire ça, il y a fait. Mais nous qui sommes agriculteurs, qui avons 6 hectares de canne, et que l'année là, ça nous pas coupé 1 hectare de canne, c'est que les agriculteurs là, ça, automatiquement, ils sont dans la misère. Et si pas coupé canne, qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine, puis il coupe canne là. Quand il coupe canne là, quand on dit qu'il faut absolument faire canne là, l'usine. L'usine qui a commencé en mars, monsieur. Nous ne pouvons pas accepter que l'usine qui a commencé en mars, agriculteur la canne, et que certaines autorités qui ont dit qu'il faut couper canne là pour voir canne là à l'usine. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ni certains agriculteurs, comme moi-même, en jaba opérateur en moins, le feu vert, là où on entend d'ici lui parti, il faut couper canne en moins pour voir canne d'ici lui. Canne là, c'est moi qui plante, à pas monde qui plante ben moi. Donc, c'est tout à fait normal que pour le moment, filière là, ça a en lot machin. L'une des causes selon l'intersyndicale serait la mauvaise estimation de la récolte, ce qui a engendré un report du début de la coupe et pour certains, une coupe au-delà de la date butoir. Cette année, malheureusement, ma canne a été coupée le dernier jour de la récolte, c'est-à-dire le 9 juillet dernier. Et l'opérateur de coupe était à proximité de mon champ de canne de 5 hectares qui est sur Saragotte à Guéry. Et malheureusement, c'est que il a plu et j'ai pu couper que 126 tonnes 0,40. Et malheureusement, c'est que l'opérateur de coupe, quand il a pris ses frais de transport et de coupe, ça m'a coûté 2500 et quelques euros. Et la richesse de canne qu'on m'a donnée était de 5, et quelques. Ils m'ont donné que 2100 euros. Donc je dois 350 euros à peu près pour l'opérateur de coupe. Je me suis démené depuis le début de la récolte pour aller voir les opérateurs de coupe matin, midi et soir, les harceler. Et bien, j'ai pas eu gain de cause. Et puis malheureusement, c'est que là, j'ai un champ de canne qui est resté sur place. Ça doit faire à peu près 140 tonnes de canne comparé au premier champ qui a été coupé. Bon, je suis allé à Beauport faire un dossier. Et entre-temps, il y a une sécheresse qui a perduré pendant 2014. Et j'ai fait une demande de sécheresse. J'ai tout donné dans le bureau de M. Machki, le directeur de la CICADEC. Et malheureusement, ils m'ont répondu en disant que mon dossier a été rejeté parce qu'il manquait tout ce que j'ai fourni. Alors, je ne sais pas. Et puis, je devais faire un recours pendant 1 mois. Ça m'a tellement dégoûté que j'ai tout laissé tomber. Alors là, maintenant, 2 solutions. Ou je mets les bœufs dans la canne, mais la canne à sucre, je ne veux plus entendre parler. Lundi, les différents secteurs du monde agricole se rendront devant la préfecture pour manifester leur mécontentement et réclamer des solutions. Ils n'auront probablement pas d'interlocuteurs. La préfecture a annoncé la fermeture de ses services. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le Rézé qui se prépare à faire la fête ce soir. Et puis vous verrez que la Guyane pourrait bien devenir une base avancée de la NASA en matière de prévision cyclonique dans le monde. Gros plan sur ces jeunes qui rêvent de s'envoler dans les airs. L'armée de l'air française leur donne la possibilité de réaliser leur projet. Illustration en Guyane avec ce reportage de Jonathan Lariot. Après des mois d'examens et de tests physiques, c'est le début d'une nouvelle carrière pour ces 5 jeunes. Aujourd'hui, ils font leur entrée dans l'armée de l'air française. Pilotes de ligne, ingénieurs en mécanique, c'est la passion qui les a poussés jusqu'à ce jour. J'ai fait une formation au sein de la cadre de la défense quand j'étais au collège. Et on m'a fait découvrir le métier de maître chien. Ça m'a plu, j'aimais l'uniforme aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, je n'ai jamais relâché ce métier-là. Voilà, je me suis engagée. Il y a un pilote, j'ai croisé, il m'a dit qu'il avait fait ça. Du coup, ça a été très bien déroulé pour lui. Et quand il m'a dit ça, c'est comme s'il m'avait piqué dans la tête en me disant allez, vas-y, va à fond, je suis sûr que toi aussi tu peux le faire. Et là, j'ai suivi son truc à la lettre. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que j'ai signé aujourd'hui pour être équipier fusée de l'air. Depuis 2014, année de l'installation de son bureau sur le territoire, l'armée de l'air a souvent eu son lot de nouvelles recrues guyanaises. Mais cette année, c'est un record. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de dossiers. 2014, 2 recrutements. Cette année, on en est déjà à 14 et l'année n'est pas finie. L'aéronautique génère 4% de taux de croissance par an. Bien évidemment, l'aéronautique civile, mais également la défense. On propose à peu près 2500 postes accessibles d'un niveau 3e à Bac+5 sans expérience professionnelle. Et ces jeunes souhaitent être formés militairement et professionnellement et également pouvoir acquérir une expérience professionnelle. Et leur nouvel avenir commencera dès demain. Ils prendront l'avion en direction de leurs bases respectives pour se lancer à la conquête de leurs rêves.
Il fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Près de 250 millions de personnes pratiquent le yoga, dont 2 millions en France hexagonale. La Guadeloupe n'échappe pas à cette tendance. Il existe d'ailleurs un centre à Bas-du-Fort-Gosier. Marc Bovin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de yoga. Oui. Vous êtes également, je crois, responsable de ce centre à Bas-du-Fort-Gosier. Karine Diamin a poussé les portes justement de ce centre. On regarde son reportage. Okay. À 68 ans, Jim pratique le yoga depuis une dizaine d'années. Avec cette pratique qui est devenue indispensable à son quotidien, il a pu se remettre de certains maux. Suite à une agression, j'ai eu une rupture du tendon de l'épaule droite. Et je me suis fait opérer il y a environ 6 ans de ça. Et à la suite de ça, j'ai eu une amélioration totale pendant 5 ans. Et subitement, la douleur est revenue. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je trouve une solution et je suis allé vers le yoga. Et depuis que je fais du yoga avec Visitra, il y a une légère amélioration. Alors, je fais du yoga 5 fois par semaine, 5 fois par semaine d'1 heure, chaque séance. Bon, ce yoga, je le fais à la maison. Avec ce concept, la santé par le yoga, le centre Visitra propose une nouvelle alternative en matière de soins. Le yoga ne propose pas de guérir, mais simplement d'accompagner un processus de guérison. On vient là en soutien. On vient accompagner un corps qui naturellement sait se régénérer ou sait se réparer. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'avec des postures, avec aussi des respirations et puis la présence mentale, cette présence à son corps, on vient soutenir le corps dans son processus naturel de réparation. Pour accéder à ce programme et ses bienfaits, une consultation de 45 minutes sera nécessaire. On commence par lui poser des questions sur les raisons qui l'amènent à venir nous consulter, les conditions dans lesquelles il compte pratiquer, est-ce qu'il compte pratiquer, à quelle fréquence et combien de temps. Et une fois qu'on a ça, on vient faire un diagnostic de son corps. Donc on va lui demander de se pencher en avant, par exemple, de lever les bras. On va voir la mobilité, le degré de liberté de son corps. On va regarder aussi sa présence mentale, la capacité qu'il a à se relier à son corps, la capacité qu'il a à respirer. Et en fonction de tout ça, en fonction de sa demande, en fonction du temps qu'il est prêt à donner à sa pratique, en fonction du corps qu'il a, eh bien, on va lui dessiner une séance et la personne va repartir chez elle avec sa prescription en quelque sorte. C'est-à-dire sa séance dessinée sur une feuille de papier et avec laquelle il pratiquera tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours en fonction de ce qu'il aura choisi. Jessie, ancienne violoniste, avait choisi de pratiquer le yoga 3 fois par semaine pendant 3 mois pour soulager sa cervicalgie. Je pratiquais énormément de violon à l'époque, j'étais au conservatoire de musique, donc je faisais des heures et du coup j'avais la nuque très très raide, toutes les épaules aussi. Et avec la pratique des postures du yoga, ça m'a vraiment aidé à venir détendre tout ça, retrouver une souplesse, un confort que je n'avais plus. Encore très peu connue dans notre archipel, cette nouvelle alternative aux soins devrait rapidement se développer. Marc Bovin, le cas de Jim relève quasiment du miracle. Est-ce que le yoga peut guérir tous les maux ? Le yoga peut guérir tous les maux, le yoga peut s'adapter à n'importe quel type de maux. Et puis ensuite, le yoga vient simplement favoriser un processus de guérison qui est en cours. Voilà. Mais on ne vient pas soigner la maladie, on vient soigner la personne, on vient accueillir la personne en fonction de son état du moment. Que finalement, c'est quoi? C'est qu'on met les conditions favorables pour qu'elle puisse guérir, s'auto-guérir? Exactement. C'est uniquement travailler le terrain, travailler sur les conditions pour que la guérison puisse avoir lieu. Et quand on dit yoga, en fait, on parle d'un certain type de yoga. On ne parle pas de tous les yogas. Là, on parle d'un yoga plutôt dit thérapeutique. En fait, pour faire court, il y a 5 catégories de yoga et l'une d'entre elles a une dimension plutôt thérapeutique. Et c'est celle-ci qui a été présentée là à l'instant dans le reportage. Justement, j'allais y venir. Le yoga est considéré comme une pratique sportive, mais c'est avant tout une discipline indienne, avec une forte imprégnation spirituelle, hindouiste. Est-ce que cela signifie que lorsque je pratique le yoga, finalement, j'adhère à un courant religieux ? Non, pas du tout. Le yoga n'a rien à voir avec la religion. Le yoga est simplement un ensemble d'outils dans lequel on retrouve une dimension physique, respiratoire, énergétique, spirituelle sur le plan d'un retour à la conscience, mais il n'y a rien à voir avec la religion. Il y a juste un aspect religieux dans le yoga, c'est que pour faire un retour à soi, pour avoir ce retour à sa conscience, il y a l'option de se retourner vers le divin.
Voilà, c'est tout. Vous êtes professeur de yoga, j'imagine que vous avez votre propre cheminement, votre propre histoire. Comment êtes-vous devenu maître yoga? Je me suis simplement intéressé au yoga lorsque j'avais 17 ans. J'ai suivi quelques cours de groupe. J'ai vite réalisé la dimension du yoga en participant à un week-end de formation. Et puis, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, je me suis retrouvé avec cette grande envie d'aller en Inde et j'y suis resté 1 an. Et puis, j'y suis retourné tous les ans pendant 1 mois ou 2. Et puis, j'ai eu la chance d'être très proche des 2 enseignants qui avaient une certaine réputation. Et ils m'ont emmené dans leur bagage et puis enseigné en faisant quelques tournées mondiales à leur côté. Et puis ensuite, j'ai fait ça à plein temps. En fait, ça fait 17 ans que je fais ça à plein temps, à travers ces quelques tournées mondiales et puis à travers quelques enseignements dans différents lieux, comme dans les maisons de retraite hospitalisées. Et c'est là que j'ai pu mettre en place cette approche dite thérapeutique. En quoi ça a changé votre vie? En quoi ça a changé ma vie, moi, en tant que pratiquant? Ça a changé ma vie parce que ça me permet une belle relation à mon corps, un bon entretien physique. Et puis surtout, ça a changé ma vie dans le sens où ça m'a permis de reprendre en main mon mental, c'est-à-dire réussir à ne plus me soumettre à mes préoccupations, à mes peurs ou à mes angoisses, et faire un retour à soi, ce que j'appelle un retour à la maison, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de moi lorsque je mets de côté mes peurs, mes doutes et mes inquiétudes? Il reste quelque chose, il reste une présence, il reste mon autorité intérieure, il reste ma vraie nature, qui je suis. Et c'est ça le cheminement du yoga. Et je ne peux pas dire que le yoga a changé ma vie, mais c'est vers ça qu'on essaie d'aller en tout cas. Alors, comment expliquer? Quelles sont vos pratiques? Ce sont des postures, avec de la posture, la méditation? Expliquez-nous un petit peu. Oui, je vais vous expliquer. En fait, c'est ce que je disais en tout début de cette interview. Il y a 5 aspects du yoga. En fait, on pourrait dire qu'il y a 5 yogas. L'un d'entre eux, il est thérapeutique. Puis il y a les autres aspects du yoga. Il y a un yoga beaucoup plus physique, consacré essentiellement pour les enfants. C'est un yoga où on travaille beaucoup la posture, beaucoup la force, l'endurance. Mais bien entendu, tout le monde n'a pas forcément envie de développer un potentiel physique ou respiratoire. Donc pour ça, il y a d'autres types de yoga. Il y a un yoga plutôt d'entretien, c'est-à-dire c'est un peu l'image de quelqu'un qui va faire 1 ou 2 cours par semaine. On fait du yoga juste pour s'entretenir physiquement, mentalement. On va bien et puis on veut juste s'entretenir. Donc il y a cet aspect plutôt physique, cet aspect plutôt d'entretien. Puis il y a un aspect un peu plus spirituel où là, l'outil n'est pas forcément la posture, n'est pas forcément la respiration, mais plutôt la méditation, pour ce fameux retour à soi. Puis enfin, la fameuse dimension thérapeutique, où là, l'outil est soit physique quand le problème est physique, ou soit plutôt méditatif quand le problème est émotionnel. Alors, 250 millions d'adeptes dans le monde, dont 2 millions en France hexagonale. Est-ce que la pratique s'exporte bien en Guadeloupe également? Ah oui, la pratique du yoga est clairement présente en Guadeloupe avec une forte demande et toujours avec cette intention d'aller au-delà du corps, avec cette intention de reprendre un peu en main le mental. Il est là l'intérêt du yoga en fait. Comment vous expliquez ce succès? Une société qui est malade? Je pense, oui. Je pense qu'il y a une société qui n'est pas forcément malade dans le sens qui a des difficultés à se reprendre en main sur le plan émotionnel. Et à chaque fois que quelqu'un se tourne vers le yoga, il y a cette dimension-là. Au-delà des avantages physiques et physiologiques de la posture, il y a cette envie de reprendre en main son mental, ne plus subir le poids des préoccupations. Et s'il y a un déséquilibre actuellement dans la société, il peut être là et le yoga a des outils à offrir. Marc Bovin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je pense que vous vous intéressez également à l'espace. Oui. Alors, 7 scientifiques de la NASA sont actuellement en Guyane. Ils le sont depuis la fin de l'année 2015. Ils ont discrètement posé leurs antennes à l'aéroport Félix-Éboué. Ils ont entamé un programme de recherche qui devrait durer jusqu'en 2018 pour en savoir plus sur les cyclones. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. So we're running local power in. Perfect. All right, that's good. Même si les apparences sont douteuses, ici, ce ne sont pas des aliens que l'on recherche, la mission est tout autre. Depuis plusieurs mois, la NASA, le Centre national américain de l'aéronautique et de l'administration de l'espace, effectue plusieurs tests dans cette installation située à côté de l'aéroport Félix-Éboué. Mais loin d'être à la recherche de petits hommes verts, c'est la prévision des cyclones qui est au centre des intérêts. Nous aurons 4 satellites expédiés en orbite, et chacun d'entre eux nous enverra des informations ici. Nous sommes donc plusieurs à traiter cette information et à les faire transiter au Cap Canaveral. Le rapport de ces satellites passera ici avant d'arriver à la base. Après avoir écumé plusieurs zones, c'est en Guyane que la NASA décide en 2015 de poser ses installations. Depuis plusieurs mois déjà, les phases de test ont débuté. La Guyane est pour nous la zone avec le plus de réceptivité pour nos satellites. Celui-ci, le Cygnus, nous permettra de calculer avec plus de précision la vitesse du vent à travers les océans.
et ainsi permettre à nos scientifiques de prévoir plus facilement la formation de cyclones. En ce moment, nous sommes en phase de test, mais bientôt, nous pourrons passer à la phase opérationnelle. Demain, les scientifiques reprendront l'avion en direction des États-Unis. Leur retour est prévu aux alentours du mois de novembre pour le lancement de l'opération. Ce soir, le Rézé est en fête, des festivités qui ont commencé par une retraite au flambeau. Le Rézé, un quartier mythique qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, une vaste opération de rénovation a été entamée par la ville des Abîmes. Elle concerne l'amélioration du cadre de vie de 15 000 habitants. Reportage Karen Diama. Lancée en 2008 par la nouvelle équipe municipale, la rénovation urbaine des Abîmes englobe plusieurs quartiers. Grand Camp, le centre-bourg ou encore le Rézé. Sur le Rézé, bien entendu, le Rézé qui n'avait jamais connu autant de travaux, eh bien, le Rézé est en chantier depuis près de 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi? Il y a les travaux d'assainissement, le réseau d'eau, d'assainissement, puisqu'il faut savoir que pendant très longtemps et jusqu'à encore aujourd'hui, puisque les travaux ne sont pas terminés, vous avez des gens qui avaient de l'eau jaune dans leur robinet, donc de l'eau qu'on ne pouvait pas tout à fait consommer. Il faut savoir également que beaucoup de constructions ont été réalisées sur les réseaux d'assainissement. Donc il fallait, j'allais dire, créer un nouveau réseau. Et donc nous en avons pour pratiquement 12 millions d'euros. Autre grand chantier du quartier, le fameux boulevard des marchands ambulants, plus communément appelé l'allée des poulets frites. Nous avons considéré, bien sûr, qu'il fallait tout faire pour que ces commerçants-là soient préservés dans leur boulot. Et donc c'est pour cette raison que nous avons créé une zone de commerce de proximité où les commerçants pourront, dans quelques semaines, pourront travailler dans de très bonnes conditions. C'est le boulevard qu'on appelle le boulevard de la rénovation. Vous voyez qu'il y a les conteneurs. Et bien sûr, à la place de là où se trouvaient les baraques à frites, vous avez ce beau boulevard, comme disent certains, notre petit Champs-Élysées, où effectivement, vous pouvez, on a repris la route, on a réaménagé complètement la zone. Vous avez un boulevard avec de la verdure, avec des parkings supplémentaires. C'est l'image même de ce quartier qui va beaucoup changer et qui donnera envie d'un meilleur vivre ensemble. Un meilleur vivre ensemble que les habitants ont souhaité partager lors de la fête de quartier qui démarre ce soir sous le thème de l'intergénérationnalité. L'intergénérationnel, en fait, c'est la rencontre entre les jeunes et les moins jeunes. Et puis surtout, il y a le problème du jeune qui a été tué. Eh bien, on va aborder ce problème-là aussi, quoi. Et faire en sorte que les jeunes et les adultes puissent mieux se connaître, mieux discuter ensemble. Et là, je pense que ce sera le temps fort de cette manifestation, quoi. Ça commence dès ce soir avec une retraite au flambeau. Et puis des groupes qui vont défiler, tels les groupes traditionnels qu'on connaît, quoi. Et puis il y aura aussi un coup de tambour du Goka sur le boulevard de Marie-Galante. Avec une partie des travaux achevés, la municipalité offre à sa population un espace agréable. Parallèlement, elle poursuit ses travaux de rénovation, la construction du groupe scolaire du quartier étant prévue pour la fin de l'année. Place aux informations pratiques. Maintenant, la préfecture a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver l'avion qui a disparu en début de semaine. Toute personne qui dispose d'une information qui a trouvé des éléments en mer ou sur terre est priée d'appeler le 17. Et puis, les services de la préfecture et de la sous-préfecture seront fermés ce lundi 3 octobre toute la matinée. Ils reprendront aux horaires habituels dès le lendemain. Et enfin, bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants seront en baisse ce mois-ci. Le super samplon diminue dès ce soir minuit de 2 centimes, passant à 1,32 € le litre, et le gazole de 3 centimes, soit 1,09 € le litre.
Et enfin, le RSMA cherche toujours 6 volontaires pour suivre la formation de conducteur option travaux publics. Les candidats ont jusqu'au 5 octobre inclus pour postuler. Vous devez avoir au moins 21 ans et posséder votre permis de conduire depuis 2 ans. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller directement à la cellule de recrutement ou vous rendre sur place au camp du Gommier de la Jaille à Bémao. Et enfin, si vous avez des communiqués à nous transmettre, n'hésitez pas à nous les envoyer par fax au 0590 60 65 63 ou par email à b.fiari@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.